Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Cyril Tarquinio, professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université de Lorraine à Metz, directeur et fondateur du Centre Pierre Janet et l'auteur du livre « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel » aux éditions Duno. Au fil des publications mettant en évidence les liens qui unissent l'esprit au corps, la médecine moderne intellectualise peu à peu la pertinence d'une approche holistique de la santé. Elle sait ainsi que les agressions verbales ou physiques et les remarques blessantes répétées influencent négativement le développement d'un enfant, pouvant ainsi créer de sérieux troubles dans le développement de sa personnalité à l'âge adulte. Toutefois, que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les addictions soient la conséquence d'une enfance malheureuse ou d'un traumatisme passé, reste encore de l'ordre de l'extraordinaire, pour ne pas dire du farfelu. Et pour certains professionnels de la santé, si prendre soin de notre corps est indéniablement important, reste que prendre soin de ce qu'il se passe dans notre tête l'est tout autant, voire davantage. Où en est la recherche scientifique à propos des impacts sur le corps d'un esprit en souffrance ? Pourquoi oublier le passé n'est pas si évident, voire impossible ? Comment faire face à la souffrance vécue ? Comment se réparer et se reconstruire ? Afin de mieux comprendre l'impact du malheur passé sur le corps, nous recevons le professeur de psychologie clinique et psychologie de la santé à l'Université de Lorraine, Cyril Tarquinio, également directeur et fondateur du Centre Pierre Janet, ainsi que l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui nous réunit aujourd'hui, « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel » aux éditions Duno. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Cyril Tarquinio, bonjour. Bonjour. Vous évoquez la particularité du souvenir traumatique. Qu'est-ce qui distingue un événement traumatique d'un autre ? Disons que l'événement traumatique, par rapport aux autres événements, qu'on peut considérer d'ailleurs même comme des événements difficiles, c'est un événement qui met à l'épreuve nos capacités d'adaptation. Au fond, ça vient effracter quelque chose de nos capacités à faire face. Et évidemment, selon qu'on est enfant, adolescent ou adulte, ces ressources sont pas les mêmes. Et face à un même événement, un enfant pourra s'effondrer, un adolescent tenir le coup et un adulte dépasser le même événement. Donc on voit bien que, au fond, la question de l'événement traumatique en tant que tel, le potentiel traumatique de l'événement ne réside pas en tant que tel dans l'événement. Il vaut mieux parler d'incident critique d'ailleurs. L'incident critique devient traumatique dans sa confrontation qu'il va avoir avec une individualité. Nous sommes tous différents, intrinsèquement. Mais aussi, nous n'avons pas la même histoire familiale, la même histoire sociale, la même histoire culturelle, qui sont autant d'éléments qui peuvent être des espaces de ressources pour être capables de dépasser les événements auxquels nous sommes confrontés, mais à l'inverse, qui peuvent être également des espaces dans lesquels s'inscrivent des vulnérabilités qui vont nous conduire parfois à nous effondrer face à ce que parfois la vie peut nous imposer. Alors dans votre livre, vous dénoncez la classification des souffrances psychologiques avec certaines qui seraient acceptables, légitimes, crédibles, et d'autres qui le seraient moins ou pas du tout. Où en est-on de la reconnaissance des blessures psychiques en France ? On a fait beaucoup de chemin ces 15 dernières années, notamment dans le champ du psychotraumatisme, dont on comprend bien aujourd'hui qu'il est quand même au cœur de beaucoup de choses. Au cœur de l'expression d'une souffrance psychologique liée à un passé qui peut être douloureux, mais pas seulement un passé, un présent douloureux. Être victime d'une agression sexuelle, être victime de terrorisme, on l'a vu récemment malheureusement dans notre pays, être victime de la guerre. Au fond, ça laisse pas que des blessures physiques, ça laisse aussi des blessures psychologiques, des impacts psycho-émotionnels qui, si on n'y prend pas attention, vont nous empêcher d'être nous-mêmes et vont nous submerger. Et cette submersion va s'exprimer sous forme de dépression, de troubles anxieux. On pourrait décliner à l'infini les expressions de cette souffrance. Mais au fond, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et ça nous empêche, au fond, de jouir de la vie. Ça vient altérer le cours de la vie. Et on commence aujourd'hui, je crois, à prendre la mesure de cette réalité-là,
à se dire que, bien sûr, voilà des blessures qui ne se voient pas, mais qui sont toutes aussi importantes et qui peuvent complètement déstabiliser un individu, un couple, une famille, un groupe social. Et il était temps qu'on donne à la souffrance psychologique la même légitimité que celle qu'on donne à la souffrance physique. Les deux, d'ailleurs, étant souvent intimement liés. Vous reprenez la citation d'Antoine Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », pour vous-même affirmer qu'en ce qui concerne la mémoire et les souvenirs, rien ne se perd, tout est stocké quelque part. Comment le processus de mémorisation se réalise-t-il ? C'est un petit peu compliqué pour rentrer dans les détails, mais effectivement, nous avons dans notre boîte crânienne un cerveau qui enregistre des choses depuis bien avant notre naissance. Évidemment, le stockage ou le traitement de l'information quand on est dans le ventre de sa maman n'est pas le même que quand on a 18 mois et n'est pas le même que quand on a 10 ans, et etc. jusqu'à la vie adulte. C'est-à-dire que tout ça va dépendre de la maturité du cerveau et de ses capacités à traiter les informations. Mais une chose est certaine, c'est qu'on garde la trace, c'est-à-dire que le traitement de l'information qui est fait, il va être différent selon qu'on a acquis le langage. Les souvenirs vont s'organiser d'une certaine manière. Quand le langage n'est pas acquis, il s'organise d'une autre manière. Il peut même s'inscrire physiquement, mais on en garde la trace. Et c'est ça qu'on a eu tendance à oublier, ou alors on a eu tendance à considérer qu'il s'agissait d'inconscient. Voilà. On a souvent tout expliqué alors qu'on n'explique rien du tout avec la question de l'inconscient. Aujourd'hui, les travaux en neurosciences nous permettent de donner des éléments plus tangibles sur effectivement le fonctionnement de la mémoire. Et là encore, il faut faire la distinction entre les différents types de mémoire. Parce que celle qui nous importe, celle qui nous intéresse lorsqu'on s'intéresse à la souffrance humaine, à la psychologie du trauma, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et cette mémoire épisodique, elle est importante parce qu'elle se distingue d'une autre mémoire qu'on connaît tous, qui est la mémoire sémantique. Très simple, la mémoire sémantique, c'est la mémoire des apprentissages. Globalement, on a un jour appris que 2 et 2, ça faisait 4, par exemple. On a appris que l'équipe de France en 98 a gagné la Coupe du Monde. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des éléments factuels. Et puis, il y a les événements de vie. Et ça, ces événements de vie, un souvenir d'enfance, notre adolescence, etc., c'est une autre mémoire qui est liée à notre expérience de vie. Et cette mémoire-là, elle a des propriétés très particulières, puisque lorsque je suis confronté à un événement difficile, mais ça peut être aussi un événement positif, par exemple la Madeleine de Proust, lorsqu'effectivement l'auteur mange cette Madeleine, ça lui rappelle plein de choses positives, c'est-à-dire que la sensation, lorsqu'il consomme cette Madeleine, s'associe à des émotions positives. C'est-à-dire que dans sa tête, Proust a stocké différents niveaux d'information, l'événement en tant que tel, la Madeleine qu'il consomme, mais aussi tout un ensemble d'informations qui concernent le contexte dans lequel il a consommé cette Madeleine quand il était enfant et qui lui rappelle des belles choses. C'est pareil pour les victimes. C'est-à-dire que si je me fais agresser dans la rue alors qu'on est au mois de mai, qu'il fait chaud, que j'ai faim, que je suis mal engoncé dans mon pantalon, ce sont toutes ces informations-là qui vont être stockées en mémoire. Et demain, dans 1 an, dans 10 ans, cette même situation, l'été par exemple, pourra réactiver quelque chose de très bizarre dans ma tête, une espèce d'anxiété, alors qu'il n'y a pas de raison que j'ai cette anxiété. C'est simplement parce que la température extérieure, le contexte extérieur va jouer le rôle d'indice de rappel qui va réactiver le souvenir d'un événement négatif qui lui était associé. Sauf que, parfois, on a occulté, on a oublié, on a escamoté le souvenir traumatique. Mais en revanche, on a toujours ces indices de rappel et on ne sait pas trop comment expliquer le fait que dans certaines situations, on se sente mal à l'aise, ça réactive des choses négatives. On a là les propriétés de cette mémoire très particulière qui est la mémoire épisodique et qui est engrammée dans notre cerveau, et cela depuis notre naissance déjà. Alors, vous écrivez que plusieurs mécanismes susceptibles d'expliquer en quoi la confrontation à l'adversité durant l'enfance constitue un facteur de risque pour la survenue des troubles psychologiques et problèmes de santé physique à l'âge adulte.
Quels sont ces mécanismes dont vous parlez ? Eh bien, alors, c'est une idée qui est communément répandue dans la société. Moi, ma grand-mère me disait déjà qu'il fallait ne pas se faire du mauvais sang. C'est-à-dire qu'en fait, que les états mentaux pouvaient, au fond, avoir des impacts sur la santé physique. C'est commun, bien. C'est commun, mais la science l'a montré depuis peu. C'est une autre histoire. Parfois, le bon sens a raison, le bon sens populaire a raison, mais il n'a pas toujours raison. En l'occurrence là, la science a commencé à montrer en 98, c'est un médecin d'ailleurs, qui s'occupait de troubles du comportement alimentaire et d'obésité aux États-Unis. Il s'est rendu compte que ces patients qui étaient obèses et qui avaient des problèmes d'alimentation, soit d'anorexie, soit de boulimie, eh bien, ils avaient tous une histoire compliquée, pour ne pas dire traumatique. Et il a commencé à mettre en évidence tout un ensemble de résultats qui indiquaient une relation très particulière entre les événements vécus durant l'enfance et l'adolescence, événements négatifs, on parle d'événements adverses, et le fait qu'à l'âge adulte, eh bien, on soit confronté à des problèmes de santé psychologique ou physique. Et ça, c'est la grande nouveauté. Il n'a pas seulement montré une relation de cause à effet, ça a été plus loin que ça. On a montré une relation dose-effet. Plus je suis confronté à des événements difficiles durant l'enfance et l'adolescence, plus je vais avoir des problèmes de santé importants lors de la vie adulte. Par exemple, on se rend compte que plus les gens ont été confrontés à un nombre important d'événements marquants, difficiles, traumatiques durant l'enfance et l'adolescence, plus ils vont avoir de problèmes cardiovasculaires, plus ils vont être hospitalisés, plus ils vont aller consulter souvent chez le médecin, plus ils vont consommer de médicaments, plus ils vont avoir des risques d'avoir du diabète, plus ils vont avoir des addictions. Et tout ça, évidemment, va augmenter avec la vie, et plus les gens vont avancer dans la vie, plus ces problèmes vont effectivement s'amplifier. Alors, quels sont les mécanismes ? Ça, c'est très intéressant parce que, au fond, on commence à bien saisir les mécanismes physiologiques qui sont à l'origine de ces mécanismes. Lorsque, imaginons le cas suivant, je suis un enfant, je suis dans une famille où il y a des disputes, mes parents se disputent souvent, mon père, allez, on va même pas dire qu'il est violent avec moi, mais il est violent moralement, voyez. Et puis ma mère, elle a pas le temps de s'occuper de moi, elle a tellement de choses à faire, à contrôler mon père. Et je sais que quand mon père il rentre et qu'il est pas bien, la simple intonation de sa voix fait que je sais que ça va déraper. Donc, en tant qu'enfant, je suis dans un état de tension permanente. En fait, je suis plus un enfant. C'est quoi l'enfance ? Au fond, l'enfance, c'est l'insouciance, c'est la capacité à ne pas intérioriser ou porter les problèmes des adultes. C'est ça l'enfance, c'est ça qui nous plaît dans l'enfance. Quand un enfant commence à intérioriser, à être préoccupé par ce qui l'entoure, c'est fini, c'est plus un enfant. Son cerveau est occupé à autre chose. Il est occupé à se demander comment ça va se passer, à essayer de contrôler, de pas faire trop de bruit, de pas en rajouter. Vous voyez, on est dans une position qui génère la plupart du temps un sentiment d'insécurité. Une insécurité qui, sur le plan physiologique, génère tout un flot d'hormones de stress, dans lequel, au fond, tout l'organisme va baigner. Cette insécurité, ce stress, eh bien, à un moment donné, on va tenter de le contrôler, de le réguler. Comme on n'a pas les moyens à l'intérieur de soi de le réguler, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, notamment par des dysfonctionnements épigénétiques, eh bien, on va aller chercher à l'extérieur une manière d'apaiser son stress. Qu'est-ce qu'on fait, vous et moi, quand par exemple, on a une journée un peu stressante? Vous en avez qui vont faire du sport à outrance, d'autres qui vont se faire un bon gros repas et on va prendre le frigo, on va manger tout ce qu'on va trouver et on va se remplir. Et puis d'autres vont fumer une cigarette, un joint, prendre de l'alcool. Ce sont tout un ensemble de techniques, au fond de stratégies qui permettent de gérer l'angoisse. L'alcool, c'est le meilleur anxiolytique qui soit, évidemment. Tout le monde en a fait l'expérience. Sauf que ça a des effets, évidemment, qui sont délétères. La cigarette, le joint aussi, vous voyez, ça a un effet anxiolytique. Quand on a mangé, vous voyez, on se sent
d'abord bien rempli, puis après on a de la culpabilité parce qu'on se sent pas bien, etc. Mais ça a un effet, au fond, apaisant, structurant. Vous voyez, toutes ces conduites-là, d'une certaine manière, sont des stratégies qui me permettent effectivement de réguler par des conduites extérieures quelque chose qui est mon état interne, qui sur le plan émotionnel est perturbé, mais je n'arrive pas à l'auto-réguler. C'est comme s'il n'y avait plus les mécanismes, à force d'avoir été baigné dans un environnement de tension permanente, eh bien c'est comme si j'avais plus les ressources pour gérer cette tension interne, donc je vais aller m'appuyer sur des ressources extérieures. Sauf que ce stress, d'une part, ces conduites addictives, d'autre part, eh bien, c'est pas la peine d'avoir fait médecine pour comprendre que ça va avoir des effets sur la santé. Pourquoi ? D'abord le stress. Quand j'étais étudiant, et heureusement ça se fait plus, on s'amusait, si je puis dire. On nous demandait plutôt de prendre des lots de souris qui avaient un cancer. Donc on avait 2 lots de souris avec les mêmes cellules cancéreuses. Premier lot de souris, on le mettait dans un environnement extrêmement serein. Pas de problème, tranquille. On les stressait pas. Deuxième lot de souris, le même. Hein. Donc les mêmes, ils avaient les mêmes caractéristiques génétiques. Hein, donc, mais c'était des souris différentes. On les mettait, deuxième lot de souris, dans un environnement où on les stressait, on faisait du bruit, ils étaient l'un sur l'autre. Bon. Et puis on faisait des dosages des cellules cancéreuses avant et après quelques jours pour voir quel était l'état d'avancée des cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'on observait ? On observait que les souris qui avaient été confrontées à un environnement stressant avaient développé 3 à 4 fois plus de cellules cancéreuses que les autres. Pourquoi ? Stress intense a pour effet de conduire à une altération du fonctionnement du système immunitaire qui est donc moins en mesure de lutter contre les attaques pathogènes internes et externes. Donc les maladies ont plus de chances de s'exprimer parce que le système immunitaire est usé par le stress. Voyez ? Donc le stress d'une part, les addictions d'autre part, eh bien on a là un cocktail explosif qui conduit à ce que les gens aient plus de problèmes de santé que les autres. Ils sont en moins bonne santé, ils prennent moins soin d'eux, ils ont une image de soi d'ailleurs à cause de ça. Quelle image mes parents m'ont donnée alors qu'on s'occupait pas de moi, que j'étais tout le temps en train d'être engueulé et pourquoi pas frappé. Vous voyez, c'est tout ça qui se met en place. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au fond, la logique, elle est évidente. Sauf que quand on va traiter soit l'addiction, soit le diabète, soit les troubles cardiovasculaires, mais personne ne s'intéresse, au fond, à l'histoire des malades. Au fond, comment ? Non pas que la psychologie doit venir remplacer la médecine, loin de là. Mon propos n'est pas là, mais c'est de dire qu'il est important de tenir compte minimalement de notre histoire individuelle. Parce que sinon, c'est comme si on nous amputait de nous-mêmes dans la compréhension que les sciences médicales ont de nous aujourd'hui dans une médecine qui est de plus en plus malheureusement une médecine à la Monsieur Patate. C'est-à-dire que on a des bouts comme ça de bras, des spécialistes du cœur, et vous avez des spécialistes d'une partie du cœur, et il n'y a plus personne pour faire le lien. Et il est vraiment important d'avoir une vision globale et introduire une dimension psychologique historique, on dirait même développementale dans la compréhension de ces phénomènes. Je crois que c'est une dimension aujourd'hui essentielle et incontournable. Et la question qui est derrière, c'est au fond ces événements adverses dont je parlais tout à l'heure. J'ai fait référence de façon caricaturale, mais au fond c'est malheureusement souvent le cas, aux violences familiales, aux disputes des parents. Donc je suis témoin là, mais je peux subir ça. On parle aujourd'hui enfin, après des années d'omerta, des violences sexuelles dans les familles. Je veux dire, dont les jeunes filles sont les victimes. Je veux dire, mais ça a des conséquences terrifiantes, y compris sur leur sexualité, y compris sur leur féminité, y compris sur tout ce que je viens de dire. Vous voyez ? Mais c'est aussi la violence à l'école, le harcèlement. Qu'est-ce que c'est ? Comment on se construit, ou plutôt, à quel point on se déconstruit lorsque on va à l'école et que pendant des mois, parfois des années, on se demande, voilà ce qui nous attend, quelle va être la prochaine injure, qu'est-ce qu'on va nous faire subir, comment on va nous maltraiter, et qu'on est livré à nous-mêmes.
voyez. Mais c'est aussi le décès des parents. C'est aussi la séparation des parents. Je veux dire, qu'on a l'air de banaliser, c'est normal en tant qu'adulte. On va pas quand même se forcer de rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus. Mais on doit être attentif à comment on amène ça. Comment on prépare les enfants. Comment on les rassure. Comment est-ce qu'on leur donne les ressources pour affronter les événements. Parce que chacun d'entre nous a été confronté à de l'adversité. Ça n'existe pas une vie sans adversité. Et c'est la vie. Et au fond, c'est grâce à ça qu'on développe des ressources qui nous permettent d'affronter le monde. Mais il faut accompagner, il faut préparer, il faut éduquer, il faut renforcer ces enfants, ces adolescents, pour éviter, et je reviens à mon propos préliminaire, qu'ils ne soient débordés par les événements auxquels ils risquent inévitablement d'être confrontés, et éviter effectivement que tout cela n'ait à terme des conséquences qui mettent en suspens ce qu'il pourrait devenir et qui est amputé par des problèmes de santé psychologique ou des problèmes de santé physique. Comment le temps et la volonté agissent sur le traumatisme et la guérison ? Le temps n'arrange rien. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, on dit il faut laisser faire le temps. Mais le temps fait rien du tout, quoi. Je veux dire, on sait que les mécanismes psychotraumatiques, au bout de quelques temps, effectivement, les premières semaines, les premiers mois, il y a un certain nombre de symptômes qui s'atténuent. Mais ceux qui restent, restent. Ceux qui restent, persistent. Ça, c'est la première chose. Donc, le temps n'a pas de fonction réparatrice. C'est pas vrai. Il faut que des mécanismes soient activés. C'est vrai qu'on a un organisme, quand on se coupe, ça cicatrise tout seul parfois. Mais parfois, quand on se coupe, ça cicatrise pas. Il faut l'intervention de l'infirmière pour désinfecter, mettre éventuellement un petit point pour suturer. Enfin, on voit bien que parfois, il faut aider les mécanismes d'autoréparation à se mettre en place, sous peine qu'ils soient dysfonctionnels. Et bien sur le plan psychologique, c'est pareil. Parfois, il y a plein de mécanismes qui sont dans notre tête et qui font qu'on n'a pas besoin d'aller voir un psy. Ça se répare tout seul. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le temps. C'est des processus adaptatifs qui sont là depuis la nuit des temps. Notre cerveau, c'est pas une machine à faire des mathématiques. C'est pas une machine à faire de la grammaire. C'est une machine à traiter de l'information pour nous adapter. C'est à ça qu'a servi notre cerveau. Ça a sauvé notre peau. Donc après, on en a fait quelque chose extraordinaire, on en a fait une chose intellectuelle, artistique, etc. Mais donc notre cerveau, il sait s'ajuster. Mais parfois, ça coince. Et il y a parfois des événements de vie qui font qu'il n'a pas les ressources pour mobiliser ses potentiels adaptatifs. Et là, on peut l'aider, on y reviendra peut-être à travers la psychothérapie. Donc le temps ne fait rien. Et surtout, ce qui est important de bien prendre en compte, c'est que les périodes de vie, lorsqu'un événement arrive à l'enfance, lorsqu'il arrive à l'adolescence ou à la vie adulte, eh bien, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Hein. Évidemment, quand on est enfant, on est plus vulnérable, c'est évident. On a moins d'expérience. Le rapport aux événements est plus délicat. Et ce qui, nous, en tant qu'adultes, peut nous paraître anodin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, peut être éminemment déstabilisant pour les enfants. Et puis, il faut surtout faire le distinguo entre des événements uniques, ça arrive une fois, une agression, un accident, et puis des événements qui s'inscrivent dans la durée. Par exemple, quand on est enfant, la plupart du temps, ce sont des traumatismes qui s'inscrivent dans la durée. Parce que si je suis dans une famille où il y a de la violence, je peux pas m'en échapper. Je veux dire, si je suis un enfant jusqu'à l'adolescence, je suis coincé d'une certaine manière. Donc je vais subir durant des mois et des années tout un contexte violent, insécurisant. Évidemment, c'est pas de même nature. Lorsque je suis adulte et que je m'entends pas avec mon mari, je peux décider que ça s'arrête. On voit bien que c'est pas si simple, parce que parfois on reste quand même. Hein. Donc, il y a une espèce de prison comme ça, dans laquelle les enfants sont enfermés, du fait de leur âge et de leur dépendance aux adultes. Et cette chronicisation du psychotraumatisme va avoir des conséquences qui n'ont rien de comparable avec, par exemple, ce qu'on connaît lorsque, adulte, on est confronté à une agression, à un accident, ou quelque chose, un acte terroriste, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave ou moins grave. C'est pas ça le problème. Je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. C'est de nature très différente.
Dans le premier cas, lorsqu'on est confronté à cette récurrence des événements, on va parler souvent de traumatisme complexe. C'est-à-dire ce sont des tableaux cliniques qui vont de l'altération de l'image de soi, on va trouver des conduites addictives, on va trouver de l'automutilation, on va trouver une difficulté à gérer les émotions, une difficulté à gérer la relation aux autres. Donc c'est un tableau clinique extrêmement complexe. Là, on part sur plusieurs années de thérapie, mais on avance et on sait de mieux en mieux les traiter. À l'inverse, lorsqu'on est confronté à un événement unique, là, on va être dans le champ du trouble réactionnel, s'il n'y a pas d'antériorité, avec ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique qu'on connaît bien aujourd'hui. Et là, c'est quelques séances parfois de thérapie. Donc, vous voyez, entre quelques séances de thérapie et quelques années de prise en charge, on est sur des mondes éminemment différents. Et il y a une autre dimension, c'est que quand on est enfant, la plupart du temps, on touche à quelque chose de fondamental. Ce sont les liens d'attachement. Lorsque une mère, un père, un grand-père, un oncle, un frère, peu importe, me fait du mal, abuse de moi, soit psychologiquement, soit physiquement, me maltraite, soit sexuellement. Mais comment faire confiance au monde lorsque ceux qui n'auraient jamais dû questionner, remettre en question la relation qu'ils avaient avec moi, au fond, ont fait voler en éclats quelque chose qui aurait dû être un ancrage majeur pour me constituer. Comment avoir confiance aux hommes et aux femmes lorsque mon père, mon frère, n'a pas été à la hauteur? Vous voyez, les traumatismes du lien, je veux dire, sont souvent inhérents à ces problématiques-là. Et ça, comme disait Bowlby, la question des attachements est une question essentielle qui nous suit de la naissance jusqu'à la tombe. Ça va réorganiser, nous amener à un rapport au monde, à un rapport aux gens, mais aussi un rapport à nous-mêmes, extrêmement négatif. J'aurais plus confiance à l'être aimé, j'aurais peur d'être trahi en permanence, j'aurais pas confiance aux amis, j'aurais peur d'être abandonné en permanence, mais en même temps, moi qu'on n'a pas aimé, moi qu'on a maltraité, qu'est-ce qu'on m'a renvoyé en miroir ? Que je valais pas grand-chose. Et j'intériorise, en plus, c'est la triple peine. Le fait que je vaux rien, que je suis pas aimable, et qu'au fond, que je suis pas digne d'intérêt. Alors, quand on s'intéresse à moi, lorsque j'ai des amis qui viennent vers moi, des jeunes filles qui ont peut-être envie de se rapprocher de moi, mais j'y crois pas. Ça n'a pas de sens. Et vous voyez, je serai dans une espèce de rapport au monde et à moi-même qui va être complètement déformé et qui va me mettre dans une grande détresse. Ces regards extérieurs sont des lumières dans la nuit de l'adversité qui balisent le terrain et permettent ainsi aux enfants que la vie malmène de devenir des adultes presque comme les autres. La résilience doit s'envisager comme un processus de transformation du sujet, où quelque chose de lui et du monde se révèle en des termes différents d'avant le traumatisme. Ces changements conduisent à la reprise d'un développement nouveau qui survient après le fracas, alors que c'était l'effondrement qui était attendu. Cela ne s'élabore pas seul, mais à la condition de trouver un soutien, même si parfois ceux qui nous soutiennent et participent à cette transformation ne prennent pas la mesure de leur rôle. Je n'aurais sans doute pas survécu sans Daniel, ce professeur de karaté, qui voyait en moi de la graine de champion. Je n'aurais pas tenu sans mon grand ami Franck, depuis plusieurs années mon aîné, si à l'adolescence il ne m'avait pas offert son amitié et sa bienveillance. J'aurais abandonné sans mes professeurs de collège ou sans Brigitte qui m'a enseigné la philosophie en terminale. J'aurais fermé les yeux pour toujours si l'amour des femmes ne me les avait pas gardés ouverts. Les tuteurs de résilience sont toutes ces personnes qui vous ont rendu humain alors que la vie aurait pu faire de vous un monstre. Alors Cyril Tarquinio, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que
je crois qu'on peut s'en sortir, pas seulement avec de la psychothérapie, je crois qu'on peut s'en sortir grâce à la bienveillance de ceux qui nous entourent, qui peuvent être des appuis, et comme je me le dis dans ce passage, des lumières dans la nuit. Et alors que tout est sombre, que la nuit tombe sur la vie de certains enfants et certains adolescents, il y a des gens qui sont de passage, ils mesurent pas leur poids, leur impact, et grâce à leur présence, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui redonne de l'espoir. Alors, si on comprend qu'une enfance malheureuse laisse de lourdes séquelles psychologiques à l'âge adulte, vous affirmez également que les parents idéaux sont en réalité un cauchemar qu'il ne faut souhaiter à personne. Pourquoi ? Et oui, je veux dire, moi, vous vous rappelez de ces publicités dans les années 80 ou 90 pour une célèbre marque de chocolat qui a eu quelques difficultés ces derniers mois et où on voyait effectivement une famille avec une maman blonde habillée en blanc, les enfants blonds habillés en blanc, ils jouaient dans le jardin et puis ils étaient même pas décoiffés, ils étaient même pas sales. Moi, j'ai eu 3 enfants, c'était une catastrophe. Ils étaient toujours des sales, ils étaient toujours les pantalons troués. Donc, les familles idéales, au fond, n'existent pas. Je veux dire, parce que ce serait dans l'imaginaire collectif des familles qui pourraient, d'une certaine manière, prévenir tous les maux, anticiper toutes les situations. Or, c'est pas ça. Je veux dire, on a besoin de s'adapter. On a besoin de mettre à l'épreuve de la vie nos ressources adaptatives. On a besoin d'être accompagné dans cette formation psychologique de la manière qu'elle est physique. C'est-à-dire que si on préservait les enfants de toutes les agressions, virus, etc., et c'est possible, jusqu'à l'adolescence, le jour où ces braves enfants devraient sortir et aller faire leurs études dans le monde, eh bien, ils seraient morts, quoi, parce que leur système immunitaire n'aura pas été capable de les défendre. Bien, sur le plan psychologique, c'est pareil. Je veux dire, il faut, effectivement, on ne peut pas imaginer une seule seconde préserver les gens de la vie. Mais la vie, c'est pas le trauma. Voilà, et c'est ça la différence. À propos de l'instinct maternel, vous dites qu'il n'existe pas parce qu'il n'agit pas comme un programme infaillible. Il ne serait ni naturel, donc pas inné, ni culturel, donc pas acquis. Sur quoi repose l'instinct maternel ? Il y a des travaux, il y a des ethnologues qui ont montré ça depuis longtemps maintenant, et ça tranche avec l'idée reçue que l'instinct maternel existe. D'ailleurs, c'est très ennuyeux parce que ça culpabilise effectivement parfois certaines mères. Je veux dire, et on a des cas comme ça de patientes qui, dès la naissance, ressentent pas d'amour, quoi, pour leur enfant. Ça arrive, on répare. Je veux dire, c'est les choses nécessitent parfois, voilà, un petit travail d'élaboration. Mais oui, c'est pas inné, quoi. Ouais. Dans votre livre, vous déclarez « On ne sait pas pourquoi certaines personnes seront en mesure de ne pas se faire déborder par les événements négatifs qui jalonnent leur route et pourquoi d'autres, à l'inverse, ne s'en remettront jamais. » C'est vrai. Ça, c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire que si on prend physiquement déjà, si on prend tous les deux le départ du semi-marathon de Paris l'année prochaine, même si on s'entraîne tous de la même manière, vous serez peut-être meilleur que moi. Donc on va dire on a des capacités physiques différentes les uns des autres. Bon, on l'admet, on le voit bien en termes de performance physique et sportive. Psychologiquement, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des travaux sur les fratries, sur les jumeaux, et on voit bien que c'est le même patrimoine génétique, pourtant c'est pas les mêmes impacts psycho-émotionnels. Et là, c'est difficile de comprendre exactement ce qui se passe. Donc, il y a une dimension intrapersonnelle qui fait déjà la différence. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Heureusement, il y a la capacité ou l'opportunité de trouver dans l'environnement des tuteurs de résilience. C'est-à-dire des gens qui vont nous aider à dépasser les choses, des gens qui vont nous aider à redonner un sens nouveau à ce qu'on a vécu. Des gens qui vont nous redonner espoir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en nous donnant de l'importance sur des activités anodines, l'activité sportive, activité culturelle, alors que tout le reste de notre vie est une catastrophe. On nous renvoie qu'on est nul, on nous renvoie qu'on sait pas écrire, à la maison on nous renvoie qu'on compte pas et qu'on vaut pas grand-chose. Et puis là, vous avez quelqu'un dans un contexte particulier, mais qui nous sauve littéralement, c'est ça. Et de ce point de vue, c'est vraiment un enjeu. Et c'est ça la différence, je crois,
entre les victimes et les autres. On peut être confronté à des événements difficiles, marquants. Les victimes, c'est ceux qui, malheureusement, pour des tas de raisons, liées à ce qu'elles sont, liées à l'environnement, liées à la lourdeur de ce qu'elles ont pu vivre, ne pourront pas révéler ce qu'elles auraient pu être, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et au fond, elles vont se définir en permanence parce qu'elles ont vécu. Si j'ai pas pu faire ceci, c'est parce que j'ai vécu cela. Et donc, elles vont porter toute leur vie le poids de ce traumatisme. Il y en a d'autres qui vont en faire quelque chose, qui vont être capables, et ça c'est un enjeu majeur dans les travaux de recherche qu'on mène, qui vont être capables de révéler dans l'épreuve des ressources nouvelles qui étaient jusque-là insoupçonnées, de puiser à l'intérieur de ce qu'ils sont quelque chose pour presque grandir, donner une dimension nouvelle à ce que la vie aurait pu complètement annihiler, voyez, et au fond continuer un développement et même performer et même devenir de brillants intellectuels, devenir de brillants artistes, avoir même un équilibre de vie. Et en fait, ça m'a toujours interpellé, et quand j'étais jeune chercheur, j'étais interpellé par une situation qui était la situation des camps de concentration. Et ma préoccupation était de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour tenir lorsqu'il n'y a plus de raison de tenir, voyez ? Et c'est là, effectivement, où, dans un univers commun, certains se sont effondrés et d'autres ont su puiser des forces pour continuer à vivre et continuer à vivre lorsqu'il n'y a plus de raison de vivre. Parce que, au fond, on est dans cette espèce de fantasme où il faut un sens à la vie. Mais tout ça, c'est des histoires. Parce que le fait de vivre est en soi une raison de vivre. Et dans l'épreuve et dans l'extrême, je veux dire, ce sont ces gens qui ont été puisés dans le fait de vivre en tant que tel, eh bien, les raisons de la survie, les motivations, vivre pour vivre, étaient leur moteur. Et quand j'ai eu la chance d'interviewer des anciens déportés, mais je leur disais, mais comment vous avez fait pour vous en sortir ? Comment est-ce que on trouve de l'espoir à vivre lorsque, voilà, on est dans la nuit ? Et je me souviens d'une dame qui m'a dit, mais monsieur Tarquinio, je veux dire, quand on n'a plus l'espoir, on a l'espérance. Je dis, mais c'est quoi l'espérance ? Mais c'est l'idée que l'espoir reviendra, voyez. Et c'est quelque chose qu'on puise à l'intérieur de soi, parce que l'environnement ne nous donne pas de raison de croire et d'espérer. On le puise à l'intérieur de soi, y compris dans une spiritualité, voire dans des croyances, mais dans le fait, en particulier dans le fait que, voilà, le simple fait de vivre est une raison suffisante pour se battre, voyez. Et l'humour ? L'humour, c'est une capacité que beaucoup développent et qui permet... C'est quoi l'humour ? C'est une manière de voir le monde autrement. C'est que ça. C'est une manière de lire le monde qui peut être dramatique avec une distanciation. C'est un magnifique mécanisme de protection et de défense et qui peut nous sauver et qui peut effectivement nous permettre effectivement de prendre un peu de recul et d'éviter d'être embarqué par la fureur de la vie parfois, voyez. Et puis en plus, ça a des avantages psychosociaux puisqu'on est mieux intégré. De quels outils aujourd'hui vous vous armez pour pouvoir accompagner vos patients dans la guérison ? Alors ça, c'est vraiment l'axe de mes recherches au laboratoire, que je dirige une équipe de recherche dans un laboratoire et cette équipe est particulièrement, avec le Centre Pierre Janet notamment, centrée sur le développement et l'évaluation des nouvelles formes de thérapie. Et aujourd'hui, alors moi quand j'ai commencé dans ce milieu, les seules thérapies qu'on avait, c'est thérapie verbale. Super. Je veux dire, on écoutait les gens, super. Et le problème, c'est que ça avançait pas, quoi. Comme je le dis souvent à mes étudiants, la thérapie verbale, c'est bien. C'est comme pisser tous les matins. Je veux dire, ça fait du bien, mais tous les matins, on recommence, quoi. Donc, c'est pas assez, quoi. Donc, aujourd'hui, on a des thérapies qui sont un peu plus curatives, quand même. On travaille avec de l'hypnose, des TCC, de la pleine conscience. Et puis moi, je me suis spécialisé. On travaille avec ces trois thérapies-là, mais on s'est beaucoup spécialisé grâce à David Servan-Schreiber, qui était quelqu'un qui a beaucoup fait pour Metz. Très curieusement, ça se sait pas, mais... Et on a développé depuis 20 ans la thérapie EMDR. Et c'est une thérapie qui a émergé au début des années 90 aux États-Unis. Et depuis plus de 20 ans, c'est devenu un axe de recherche majeur. C'est une thérapie aujourd'hui reconnue par l'OMS et par l'HAS.
On n'arrive pas encore à comprendre quels sont les mécanismes, hein, mais ça c'est pas grave. Hein. Y a plein de comme ça de découvertes en médecine où ça guérit, ça répare, mais on comprend bien plus tard quels sont les mécanismes qui sont derrière. Donc aujourd'hui, la thérapie EMDR est par exemple très indiquée dans la prise en charge des traumas, surtout les traumas simples. Pour les traumas complexes, c'est pas suffisant. Hein. Il faut d'autres choses en complément. Mais voilà, ces thérapies-là sont très utiles, marchent très très bien. Elles nous permettent de dire ce que ma génération n'osait pas dire il y a encore 20 ans. On peut guérir. Waouh, bel espoir. Alors, vous écrivez faire de la psychologie, c'est faire de la politique. Oui. Quel est le sens de votre engagement ? Mais c'est de la belle politique. C'est-à-dire que, vous savez, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'exerce, un petit peu parce que j'ai ma vie universitaire, mais j'ai toujours voulu avoir un pied dans la clinique. Et moi je vois pas de gens qui sont mauvais comme ça, ça tombe pas du ciel, des gens qui sont dans la violence, ça tombe jamais du ciel, jamais. Des gens qui sont dans la colère, ça tombe jamais du ciel. Je veux dire, tous ces gens, ils ont vécu des choses difficiles. Ça veut pas dire que ça les excuse, attention. Hein. Je veux dire, ça veut dire que ça explique. D'accord. Et je reste convaincu, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, que de proche en proche, notre métier qui est un beau métier, si on soigne les gens, si on répare les gens, ça contribue à faire des gens meilleurs. Ça contribue à faire des gens moins violents. Ça contribue à faire des gens plus à l'écoute des autres. Et je crois que au fond, eh bien très modestement, la psychologie, oui, c'est un engagement politique. La psychothérapie, c'est faire de la politique au sens où on transforme la cité. Et on transforme la cité en faisant en sorte que les gens, on les répare. On ferme pas les yeux en pensant qu'ils vont se réparer tout seuls. Et c'est comme ce qui se passe avec les migrants. Hein. Je veux dire, c'est la même chose. Je veux dire, on peut pas espérer une seule seconde qu'on va insérer les gens. Moi, je viens d'une famille d'immigrés. Je veux dire, on peut pas espérer insérer les gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le terrorisme, si on les répare pas. Et aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est qu'on a des outils qui permettent effectivement de réparer les gens. Et quand on répare les gens y vont bien. Et si les gens y vont bien, eh bien c'est la famille qui va mieux. Et si la famille va mieux, eh bien la société peut aller mieux. C'est très utopique, mais en même temps, c'est pas si utopique que ça. Je pense que la psychothérapie, on a tendance un peu trop à se moquer de cela et de la psychologie, a véritablement un rôle social à jouer. Et je crois que notre société, elle manque de psychologie, mais de bonne psychologie, c'est-à-dire une psychologie pragmatique, une psychologie qui s'appuie sur l'état des connaissances et une psychologie qui s'appuie sur les autres disciplines. Et c'est tout cet ensemble de connaissances-là qui peut contribuer à ce que les gens aillent mieux. Et je crois que aujourd'hui, comme avant, pas plus, comme avant, les gens en ont besoin. Comment êtes-vous devenu vous-même psychologue ? Moi, je voulais faire de la recherche. J'étais très prétentieux, en fait, quand j'étais étudiant en terminale. Je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais faire, c'était intellectuel. Mais moi, je venais d'un milieu très ouvrier, très modeste. Faire des études, c'était pas au programme pour moi. Mais il y avait quelque chose qui m'a porté. J'ai eu des profs que je trouvais fascinants. Et je me suis dit, c'est ça. Mais je savais pas ce que c'était ça. Et je suis allé à la fac, et heureusement qu'on est dans un pays où, et c'est encore le cas, voilà, la fac ça coûtait pas grand-chose, parce que j'aurais jamais pu me payer des études, moi j'avais pas le sou, je travaillais déjà, et j'ai vu des universitaires, j'ai vu des gens passionnants, et je me suis dit en première année, tu seras universitaire, quelle prétention. Je veux dire, mais j'ai beaucoup travaillé, j'étais porté par ça, je suis porté par mon métier, c'est un métier qui me fait sens, et au fond, j'ai la chance de faire ce métier, parce que c'est à la fois un métier qui me donne beaucoup de liberté. Je peux écrire, j'adore ça, j'adore enseigner, je crois que mes étudiants me le rendent bien. Et en même temps, c'est un métier où on fait de la recherche et c'est un métier qui est utile. Et alors là, c'est bien. Quelle est la personne qui a marqué votre vie ou fait évoluer votre pratique ? Alors, il y a évidemment Boris Cyrulnik, dont je suis un grand admirateur. Qui a fait la préface de votre livre. Qui a fait la préface de mon livre, mais qui est surtout le parrain du Centre Pierre Janet, qui est un homme extraordinaire. Moi, je suis rien, quoi. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il voulait être le parrain du Centre Pierre Janet. Il m'a demandé de venir chez lui, on a parlé, et il m'a dit quelque chose qui était vraiment à la hauteur de ce grand monsieur. Il m'a dit, mais monsieur Tarquinio, c'est moi qui serais honoré d'être le parrain du Centre Pierre Janet.
C'est David Servan-Schreiber aussi, je veux dire, qui a été vraiment maltraité par le milieu académique. Moi, je trouvais que c'était quelqu'un de qualité, avec une vision. Et puis après, il y a des auteurs comme Pierre Janet, j'ai baptisé le centre Pierre Janet, qui était un chercheur, mais quelqu'un qui était préoccupé par la recherche, mais d'abord par ses patients. Et puis Primo Levi, si c'était un homme, parce que quand j'étais jeune, je veux dire, je crois que c'est le livre qui m'a donné envie de faire ce métier, sans savoir que c'était ce métier que j'allais faire, de comprendre comment, lorsque tout s'éteint, les gens trouvent une force de vie. Je crois que c'est ça qui m'a, guidé longtemps. Mais parce que ça correspond aussi à mon parcours de vie, je crois. En quoi croyez-vous ? En l'humanité. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Moi, je crois qu'on peut avoir de l'espoir sur le devenir de l'humanité. Il y a de la ressource à potentialiser et les gens sont capables de se mobiliser. Et je pense qu'avec un peu de connaissances, un peu de psychologie, je pense qu'on peut rendre les humains meilleurs. Et ils sont capables du pire, mais ils sont capables du meilleur. Alors, je reste attaché à ça. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Les gens, mes patients, mes enfants et ma femme. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? La guerre. Qu'est-ce qui vous indigne ? Les comportements indécents qu'on a dans notre société, qu'on dit évoluer, notamment vis-à-vis des femmes qui sont victimes de violences sexuelles et qui aujourd'hui encore peinent à se faire reconnaître, y compris dans des lieux comme les commissariats, y compris par la justice. Je trouve que ça me peine, ça me révolte. Je veux dire, je crois qu'il est temps que la société prenne la mesure que voilà, les choses ont changé et qu'il faut reconsidérer des pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Et je suis effectivement bouleversé, y compris dans nos universités où on commence à dénoncer des choses qui se passent, y compris dans la société, dans les entreprises, et on voit à quel point encore la société a du mal à accepter, et toujours dans la suspicion du comportement de la victime, par méconnaissance de ce qu'est justement la psychologie des victimes. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Le sport. Quel sport ? Je cours. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? Et je l'ai pas exactement dans le détail, mais c'est simple. Je suis assez indépendant d'esprit, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai créé le Centre Pierre Janet, je suis éditeur en chef d'une grosse revue internationale. Et c'est de Churchill d'ailleurs, que je connais bien parce que j'ai beaucoup lu sur Churchill, et il dit quelque part tout le monde pensait que c'était impossible et c'est pour ça que je l'ai fait, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je suis assez indépendant et assez insensible aux postures, aux pisse froid en fait, voilà, à ceux qui sont toujours à dire que ça pourra pas se faire. Mais justement, moi j'y vais quoi. Et puis on a fait énormément de choses, je trouve, notamment à Metz. Eh bien merci Cyril. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors se faire du mauvais sang, se ronger l'estomac, en avoir plein le dos, se casser les pieds, avoir un poids sur la poitrine, ces expressions populaires démontrent que nos ancêtres avaient déjà bien compris ce que la science est en train de démontrer aujourd'hui. Oui, les maladies ne tombent pas du ciel. Le corps est le lanceur d'alerte de nos états d'âme. Les petits troubles physiques comme la migraine, le mal de ventre, les sensations nauséeuses, tous ces mots MAUX sont en réalité des petits mots et post-it de notre corps pour nous signaler que quelque chose ne va pas. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingnew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.